Madame, mademoiselle, monsieur, avouons-le. L'inquiétude est plus que jamais de mise, puisque par rapport à 2023, nous accusons un important retard pour constituer notre budget pour 2024. Notre budget, parlons-en. Pour 365 jours d'émission, avec un journal télévisé quotidien, avec une présence sur tous les réseaux sociaux, avec une équipe de professionnels de 25 personnes mobilisées et beaucoup de bénévoles, nous avons besoin de l'équivalent du montant que le gouvernement Macron offre, écoutez bien, tous les ans, avec nos impôts, à des journaux conformistes comme, citons, l'Est éclair ou le journal de la Haute-Marne. C'est d'ailleurs une somme infime au regard des 2 milliards d'euros annuels déversés à la grosse presse et aux 4 milliards d'euros attribués aux services audiovisuels publics. En donnant à TVL, vous faites un bras d'honneur à la presse conformiste, à cette presse de propagande. Vous faites en sorte que l'argent de vos impôts corresponde à vos idées, vos engagements, vos opinions et ne serve pas à financer la presse contrôlée. Oui, la liberté a un prix. Aidez TVL. Maintenant, c'est urgent. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique, le dernier numéro du Samedi Politique de l'année. Alors pour ce dernier numéro, justement, nous allons laisser un peu l'actualité géopolitique, l'actualité économique pour se concentrer sur un sujet de santé publique. Après la séquence du Covid-19 où l'idéologie a littéralement massacré la science, nous allons désormais nous intéresser aux questions autour des transitions de genre. Mais avant toute chose, vous le savez, comme chaque semaine, je vous fais confiance pour assurer le succès de cette émission. Aussi pensez à la commenter juste en bas, à la partager à vos proches et puis bien sûr, cliquez sur le petit pouce en l'air pour améliorer le référencement. C'est parti, on se retrouve tout de suite après le clin d'œil. Retrouvez le Samedi Politique avec la collection Terre de France. 100% des bénéfices au service d'agriculteurs, de familles, de militaires et d'écoles rurales. Et à mes côtés pour cette émission, c'est un peu une reconstitution de Ligue dissoute. Gérard Delépine, Nicole Delépine, merci beaucoup d'être avec moi sur ce plateau pour terminer l'année sur TV Liberté. Alors vous avez écrit de très nombreux ouvrages, tous les deux. Vous êtes médecin, Nicole, vous étiez pédiatre, oncologue, cancérologue. Gérard, vous étiez chirurgien, orthopédiste, également statisticien et oncologue. Vous avez produit, je viens de le dire, de nombreux ouvrages, mais on va s'intéresser au dernier, qui est paru aux éditions Fauve, Dysphorie de genre, avec un sous-titre « Hormones, chirurgie, transformation, risques et dérives de la transition de genre chez les enfants et chez les adolescents ». Et chers amis, vous pouvez le trouver dès à présent sur la boutique de TVL, sur TVL.fr. Et je vous recommande la lecture de cet ouvrage parce que, en plus d'être scientifique et d'éclairer sur un sujet de société, il est en plus bien écrit, ce qui n'est pas forcément le cas pour des médecins. Donc, c'est fait. Alors, pour commencer, cet ouvrage, vous faites un rapide historique et vous revenez sur cette fameuse théorie du genre, la fameuse théorie du genre qui n'existe pas et qui est encore un concept des complotistes. Pourtant, dites-vous, le genre, c'est un concept politique, idéologique, non médical, contrairement à la question du sexe, qui, elle, est une réalité biologique, Nicole. Oui, on a pensé nécessaire, suite à l'appel de nombreuses mamans, en particulier de mamans, en début d'année dernière, d'année scolaire, vers octobre-novembre, d'enseignement, enfin de pseudo-enseignement à l'école, avec des gamins qui rentraient à la maison complètement bloqués, mutiques, ou alors au contraire très agités, et qui finalement, pour les plus bavards, heureusement qu'il y a des résistants dans les enfants aussi, arrivaient à raconter aux mamans, mais voilà ce qu'on nous a dit, et comment toi ce soir, comment allait la verge de papa, etc. Oui, c'est horrible ce que les enfants qui parlent veulent bien raconter, et on sent bien que les autres sont complètement bloqués aussi par des enseignements qui n'ont rien à faire là, et qui sont en fait l'application des standards de l'OMS,
qui sont déjà publiées depuis longtemps, mais cette fois-ci, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque avait dit ma grande priorité, c'est l'éducation sexuelle à l'école, mais il l'avait mis en pratique, et c'est de plus en plus en pratique, puisque cette année, il y a beaucoup de parents qui racontent plus, et du coup, heureusement, il y a pas mal de collectifs de parents qui se battent pour que ce qui est naturel, n'y ait pas d'éducation sexuelle. D'ailleurs, la sexualité, ça ne s'éduque pas, mais enfin bon. Mais qu'on ne parle pas de sexe avant l'âge de 11-12 ans, de la puberté, quand ça peut commencer à intéresser les gens. Parce que c'était au nom, alors je dis ça pour les parents qui diraient, bah oui, mais c'est bien quand même qu'on avertisse effectivement que les jeunes filles ne se fassent pas violer, etc., sans savoir ce qui se passe, mais c'est pas ça du tout. Là, c'est pas du tout le sujet de l'éducation sexuelle à l'école, c'est expliquer à des gamins de 6 ans ce que c'est que la fellation, ce que c'est que les rapports sexuels que tu peux faire dans les fesses, on dit ça à 6 ans aux gamins. Hein. Et alors, ce qui est surtout important, qu'il faut que les parents sachent, c'est qu'il faut d'emblée, ils avertissent qu'ils n'acceptent pas l'éducation sexuelle, enfin l'éducation, ça revient aux parents, qu'ils n'acceptent pas qu'il y ait des séances d'éducation sexuelle prévues sans qu'ils soient prévenus, informés, et qu'ils aient le droit de ne pas mettre leur gamin. Parce que non seulement ils ne sont pas prévenus, mais l'institutrice, par exemple, qui les a d'habitude, donc l'adulte auquel l'enfant fait référence et confiance, en dehors de ses parents, sont souvent, la plupart du temps, virés de la salle quand il y a ces séances-là. Donc des séances confiées à des acteurs extérieurs. Qui sont soi-disant validés par l'Éducation nationale, mais en fait l'Éducation nationale valide certaines associations qui elles-mêmes sous-traitent. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des drag queens dans les écoles qui viennent faire des spectacles, y compris même chez les plus petits. Donc vraiment que les parents sachent qu'ils ont parfaitement le droit de refuser, enfin en tout cas qu'il faut qu'ils le prennent, et surtout ils envoient une lettre recommandée à l'école en disant que si on ne respecte pas leur volonté, si on ne les prévient pas et s'ils ne peuvent pas empêcher que leurs gamins subissent ces traumatismes-là, ils porteront plainte directement contre les gens nominalement. C'est important que les gens se rendent compte. Parce que c'est une effraction psychique, cette éducation sexuelle à l'école. Et évidemment, la dysphorie du genre, dysphorie ça veut dire malaise, hein, je le dis tout de suite, mais bon, c'est comme ça qu'on en parle maintenant. Elle est complètement induite comme ça, par ça, c'est la même chose. Hein, parce que quand vous dites dans ces séances d'éducation sexuelle à l'école, tu te sens une fille ou tu te sens garçon quand on demande ça à un gamin de 6 ans, on a dû des questions que jamais il aurait dû se poser. Et donc, du coup, effectivement, on les met en confusion mentale. Puis on va plus loin avec tout ce qu'on leur montre qu'ils pourraient faire avec les filles ou avec les garçons. De temps en temps, ils les mettent quand même nus à deux de 5-6 ans, et puis ils leur disent bon, essayez, rapprochez-vous, etc. Et puis après, on dit qu'il y a des petits garçons qui violent les petites filles dans la cour. Donc c'est très très dur. Et donc, effectivement, du coup, ils ont induit cette espèce de notion de genre. Ça conduit à cette confusion mentale, à cette dissonance cognitive et à ce fait que les gamins ont une effraction psychique majeure dont ils ne se remettront jamais. C'est comme les viols, on ne s'en remet jamais. Éventuellement, on peut améliorer peut-être avec des psychiatres et tout, mais c'est gravissime. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on rentre. C'est vraiment un problème médical dont sont victimes tous les enfants et les adolescents, parfois les jeunes adultes, de ce qu'on veut leur faire croire. C'est-à-dire que le sexe n'existe pas alors qu'il n'y a que ça qui est sert. Transformer un être dans l'autre genre, c'est tromper son corps, se tromper soi-même, tromper les autres. Et malheureusement, ces gens-là ont beaucoup de séquelles de tout ça. Donc nous, on a fait ça vraiment sur le plan médical et sur le plan victime, quoi. Gérard, quelque chose à ajouter pour cette introduction ? Non, du tout. Le problème, c'est qu'effectivement, ce qui me gêne beaucoup dans cette affaire de transgenre, c'est qu'on en fait une mode en parlant. À toute époque, les gens se sentaient, au moment de l'adolescence, quand le corps se transforme, avaient du mal à se faire aux transformations. Donc, un certain nombre d'adolescents se sentent mal dans leur peau depuis toujours. Et puis, ça passe avec le temps. Et si on s'amuse à les traiter, leur faire croire que c'est parce qu'ils ne sont pas dans le bon corps, là, on les engage dans un chemin qui est extrêmement dangereux, qui se solde quand même par 40% de suicides ou de tentatives de suicide à l'âge adulte, alors que dans la population, c'est 2%. Et ça, donc une surreprésentation du suicide chez les populations colossale, multipliée par 20. Donc c'est quand même... c'est pas un chemin qu'il faut indiquer. D'autre part,
le fait de les diriger en leur disant c'est parce que vous n'êtes pas dans le bon corps et il faudrait peut-être changer de sexe, évacue toutes les pathologies vraies qu'il y a sous-jacentes. Qui ne sont pas traitées donc. Qui ne sont pas traitées, qui sont ignorées. Et c'est quand même dommage de priver ces gamins, ces pauvres gamins, des soins qui pourraient éventuellement leur être très utiles. Alors, ce que j'aimerais bien faire comprendre aux téléspectateurs, c'est que cette tendance, elle est bien politique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le traite dans le samedi politique. Vous avez évoqué tout de suite, Nicole de Lépine, la question de l'éducation nationale. On a vu que la remontée de l'éducation sexuelle, entre guillemets, à l'éducation nationale a fait ses preuves, puisque la France a dégringolé sur le classement PISA. On pourrait faire un lien. Et j'aimerais tout de suite qu'on regarde une séquence avec l'ancien ministre de la Santé, que les téléspectateurs ont beaucoup apprécié, la fameuse Agnès Buzyn. On l'écoute. Un père, c'est une fonction symbolique, ça peut être une femme ? Ça peut être une femme, évidemment, ça peut être une altérité qui est trouvée ailleurs dans la famille, on le voit, ça peut être des oncles, ça peut être... Une grand-mère. Une grand-mère, ça peut... Je crois que les enfants ont besoin d'amour. Tout nous démontre aujourd'hui que ce qui compte, c'est la sérénité et l'amour autour de l'enfant. Et ça, toutes les familles peuvent le garantir. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça, Nicole ? C'est la démonstration que, effectivement, cette théorie du genre est un aboutissement, enfin pas encore tout à fait aboutissement. L'aboutissement final, c'est le transhumanisme. Nous en transformons les hommes en hommes augmentés, en robots, en tout ce qu'on veut. Mais c'est depuis 70 ans environ, quand même, qu'on essaie de détruire, cheminement discret et sous toujours de bons prétextes. On détruit la famille, on détruit l'école, on détruit tout ce à quoi notre société se raccrochait. Oui, c'est absolument. Et donc, il ne faut pas voir la théorie du genre ou même l'éducation sexuelle à l'école, qui sont ensemble, hein, c'est deux choses absolument liées. Il ne faut pas voir comme un phénomène comme ça dans un coin. Non, ça va bien dans le cadre de la destruction de la famille, en particulier, quand même. Hein, alors là, moi, je voudrais insister. On a partout des affaires où la recherche des origines constitue quelque chose de dramatique pour les gens qui ne les connaissent pas. Hein, que ce soit les gens adoptés, et là, brutalement, on nie les origines, on nie même l'existence des origines, la filiation. Donc je pense que c'est un trouble considérable qu'on a induit dans la tête des gens, et en particulier chez les enfants. Donc si on commence à leur dire que le père, ça peut être une tante, c'est quand même vraiment ridicule. Non, le père représente non seulement le géniteur, mais en plus l'autorité. On se plaint actuellement qu'il n'y a plus d'autorité, mais si on ne veut plus avoir de père, effectivement, il n'y a plus d'autorité. Donc il faudrait revenir à des choses un peu plus traditionnelles, j'oserais dire. Alors vous dites justement que cette tendance, elle est clairement promue par une partie de l'échiquier politique, à savoir la gauche, adepte de la cancel culture. Oui. La cancel culture, oui. Mais malheureusement, on sent parfois, dans certaines personnalités de droite, quelques traits qui sont tout à fait compatibles avec. On savait pas ce qu'on appelle la droite après, alors. Oui. Mais comme la gauche, hein, je veux dire. C'est pas faux. Traditionnellement, la gauche, elle était laïque. Certaines parties de la gauche, actuellement, le paraissent peu. Mais c'est pas une religion, le transgenrisme. Si, c'est une religion. Si, c'est une idéologie. Non, c'est une croyance. La différence entre la science et la religion, c'est qu'en science, on n'est jamais sûr de rien. Le propre de la démarche scientifique, c'est de discuter et qu'une vérité n'est vraie scientifiquement que tant qu'elle est en accord avec les faits. Et lorsqu'on trouve des faits dérangeants, on change de vérité. C'est ça la vérité scientifique. Donc elle est par définition de courte durée, sauf si elle est vraiment bien établie. Mais on sait qu'elle est par définition, on doit en douter. Et que tous les progrès naissent de la confrontation des idées. C'est ce qu'avait dit Niels Bohr. Hein. Oh, quel paradoxe qu'Einstein. Dans ce paradoxe, il y a la source de beaucoup de progrès. Effectivement, il a fait progresser grâce au paradoxe sur la relativité qu'il avait mis. Alors justement, parlons de cette question scientifique, parce que dans votre historique que vous reprenez au début de l'ouvrage, vous reprenez des travaux de diverses personnalités dites scientifiques, on va mettre des guillemets cette fois, tous adeptes des études caviardées, faussées, manipulées en tout genre. Et parmi...
C'est le cas de le dire, et parmi ces personnalités, vous faites référence bien entendu à Alfred Kinsey, qui était pédocriminel, qui est mort dans des conditions absolument délirantes parce qu'il était dérangé. D'ailleurs, je précise à cet effet qu'on avait reçu Judith Reisman, qui avait beaucoup écrit sur Alfred Kinsey, comme Marion Sigaud, d'ailleurs, vous citez toutes les deux dans votre ouvrage. Et peut-être pour rappeler les travaux d'Alfred Kinsey, qui consistaient ni plus ni moins à violer des enfants pour expliquer qu'ils avaient des rapports sexuels et qu'ils adoraient ça. En fait, Kinsey a été le début effectivement une transformation des universités américaines. Et puis, comme d'habitude, on copie, mais quand même, là, ils ont fait très, très fort. Pour expliquer que les enfants, parce que pour imposer l'éducation sexuelle, il faut qu'ils nous imposent que les enfants aient des rapports sexuels avec bonheur, avec plaisir, avec tout ce qu'on veut. Donc lui, il violait en fait des bébés, c'était carrément des bébés qui masturbaient, les bébés hurlaient et disaient, vous voyez, ils ont des orgasmes. Ouais, c'est absolument épouvantable, vraiment, Kinsey. Mais ce qui est le plus grave dans Kinsey, c'est qu'en 2019, je crois, l'université de l'Indiana vient de lui faire une statue à son effigie dans une faculté qui porte son nom quand même. Ce qui prouve bien quand même qu'entre 1949 à peu près, où il a publié ses théories, et maintenant, ils ont effectivement essayé d'imposer ça dans toutes les facultés américaines. Et ça favorise. Le bonheur des sociologues. Et ça a permis de créer des chaires. Quand même, parce que c'est quand même une fabrication du consentement à la pédophilie. C'est bien ça qu'il faut voir à ce qui se passe en ce moment ici, quand même. Parce qu'on veut vraiment les gamins là qui vont être préparés dans les classes. Il y a ceux qui réagissent et qui vont finalement faire des psychoses ou je ne sais quoi. Et puis il y a tous ceux qui vont devenir à l'état adulte des pédophiles parce qu'on les aura préparés à ça, ou en tout cas des objets consentants pour pédophiles. Ils n'ont plus qu'à se servir. À partir du moment où le gamin ne peut plus réagir, qui devient un objet, qui est complètement bloqué, eh bien les pédophiles n'ont plus qu'à revenir, parce qu'on a quand même, à chaque fois, on a des pédophiles qui arrivent sur le marché, là, et puis qui... Bon, type Cohn-Bendit, je pense qu'on peut quand même citer tout ce qu'il avait dit chez Apostrophe, absolument. Et ces gens-là, en 68, ont fait quand même des tribunes dans Libération, ou 70. En disant que c'était bien la pédophilie. Alors, moi, ce que j'aimerais soulever quand même, c'est cette question de l'importance des scientifiques. C'est-à-dire que les politiques ont toujours su se saisir de quelques scientifiques qui apportaient finalement des données qui allaient dans le sens de ce qu'ils voulaient conduire. On l'a vu il n'y a pas très longtemps, bien entendu, vous voyez à quoi je fais référence. Mais c'est pas du tout, voilà. Mais on a quand même le sentiment que les scientifiques ont participé, j'allais dire, même à collaborer à cette déconstruction. C'est une très vieille constatation. Science sans conscience n'est que la perte de l'âme. Et les Américains ont pour ces pseudo-scientifiques-là un nom très cru qui est « University War », pute universitaire. Effectivement, la science se vend. Et si elle peut être rentable, elle se vend d'autant plus cher. Et dans le transgenrisme, il faut bien voir que c'est non seulement une atteinte grave au psychisme des enfants, mais c'est aussi un business assez faramineux. Les hormones, ça coûte cher, et les interventions, ça rapporte. Moi qui suis chirurgien, j'en sais quelque chose. On va y revenir juste après. Les sociologues en particulier se sont saisis, parce que la sociologie, c'est une science ou pas, ou en tout cas c'est une nouvelle compétence universitaire. On a pu créer des postes, c'est assez merveilleux. Et il y a quand même des sociologues américains qui ont eu l'honnêteté assez récemment, quand même, je sais pas, à la fin du siècle ou au début du nouveau, de dire, finalement, tout ce que j'ai raconté dans mes articles universitaires, c'était faux, mais c'est ce qu'il fallait dire. Pourquoi il y a plus que 2 sets, c'est parce que je l'affirme. Et alors, il y en a un, je ne sais plus comment il s'appelle, Christophe quelque chose, il dit, ce qui est extraordinaire, c'est que, évidemment, puisque c'était des articles universitaires, ils étaient relus par les pairs, et ces pairs auraient dû dire, t'es en train de mentir, on voit bien qu'il n'y a pas de démonstration dans ton article. Pas du tout, les pairs, ils disaient, mais tu insistes pas assez sur le fait qu'il y a... bien sûr. Oui. Et c'est ça, c'est là où on voit bien que ça a été effectivement utilisé par tout un nombre d'universitaires, vraiment, qui d'ailleurs virent les gens qui ne pensent pas comme ça de leur fac, y compris quand on va faire une conférence ou autre chose comme ça. Donc sitôt qu'on veut faire une conférence pour dire les théories du genre peuvent être discutées,
Normalement, dans une démocratie, c'est ce qui devrait se faire. Et en sciences, c'est ce qui devrait se faire. Voilà, et en sciences encore plus. Mais là, en fait, non. Si on affiche qu'on va parler de ça, on se fait virer. On a des exemples en France à Sciences Po qui ne sont pas très... Absolument. Oui, c'est ça. Nos facs sont devenus effectivement des tribunes. empires du wokisme, et dont la théorie du genre et l'application chez les petits-enfants ou chez les jeunes enfants de cette éducation sexuelle est quand même la démonstration la plus absolue. On est complètement dedans. C'est donc effectivement des problèmes complètement politiques. C'était une prise en main par des groupes qui ont mis en valeur les minorités, dont une minorité transgenre. Il faut, sexuelle en général. Mais il faut quand même dire qu'il y a des gens qui effectivement ont cru à ça, et voulu changer de genre, etc., qui sont, ce que je disais tout à l'heure, les victimes de ça, parce que au début, on leur fait miroiter le paradis, t'es pas bien dans ton corps, tu vas voir après. Et après, c'est quand même l'enfer quotidien selon leurs mots. On va y revenir à tout ça, Nicolas. Mais pour des raisons politiques. Alors justement, pour des raisons politiques, vous évoquiez, on va y revenir, vous inquiétez pas, vous évoquiez tout à l'heure la question de mai 68, de la révolution sexuelle, dite sexuelle, de notre fameux Cohn-Bendit. Mais ce qui est très intéressant, c'est que de cette mouvance est aussi reparti, on va dire, les ambitions féministes. Et alors aujourd'hui, vous le rappelez dans votre livre, finalement, les féministes sont complètement dépassées par cette histoire de transgenrisme. J'ai toujours été pour la justice et aussi pour le droit des femmes. Autant de droits. Et je suis scandalisé par les attaques du droit de protection des femmes qui sont dans la loi française actuellement. Et c'est ça qui me fait quand même dire, c'est pas possible de n'en rien dire. En effet, dans le sport, on sépare les hommes et les femmes depuis le début parce que les performances sont différentes. Lorsque vous regardez les records mondiaux, vous avez entre 10 à 20% de performances supplémentaires pour les hommes. C'est logique parce qu'à partir du moment où il y a des hormones, vous avez un cœur plus gros. Un homme a un gros cœur d'environ 20% plus élevé en moyenne que la femme. Donc il s'oxygène des capacités pulmonaires également de 30% en moyenne plus fortes, une taille plus grande. On mesure Berthaud Grandpied, c'était peut-être un homme. Donc les tailles, ça compte. Et, entre les deux, parce qu'elle avait qu'un grand pied. Elle était entre les deux, alors, peut-être. Non, donc, les capacités physiques sont déterminées par le sexe, par les chromosomes. Et ce n'est pas parce qu'on va supprimer des hormones mâles et mettre des hormones femelles qu'on va peut-être diminuer les capacités musculaires, ça c'est vrai, mais on ne va pas diminuer le cœur ni les poumons. Donc, il y a forcément une différence. Et en sport, ça a été un scandale, le fait de dire « je me dis femme, donc je concours avec les femmes ». Alors, à ce sujet, on va peut-être pouvoir regarder justement l'affaire Lia Thomas. C'est une championne ou champion de natation universitaire aux États-Unis. On regarde très rapidement. Lia Thomas has become the first openly transgender woman to win an NCAA championship, but her historic win not without controversy. Is there a place for trans people in sports? 1,000%. But is it fair to people who don't have that advantage? She has bigger lungs, bigger arms, bigger hands, and now she's competing against women who don't have that. Alors, je précise que dans votre ouvrage, d'ailleurs, il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples, il y a des publications scientifiques, mais il y a aussi plein d'exemples. Alors, à cette occasion, 16 nageuses professionnelles ont fait, non pas une tribune, parce qu'elles n'osaient pas signer, mais ont fait une lettre anonyme, parce qu'elles avaient peur d'être vilipendées par la suite. Elles étaient poursuivies pour réclamer compétition pour juste. Transphobie. Elles peuvent être condamnées juridiquement pour transphobie. Et elles ont d'ailleurs été attaquées pour transphobie. Alors, il faut quand même dire que beaucoup d'athlètes se sont battus. J'ai un souvenir d'une compétition de cyclisme comme cela où, à nouveau, une soi-disant femme a gagné tout et elle s'est retrouvée seule sur le podium parce que les autres concurrentes qui étaient vraiment des femmes ont refusé de se mettre à côté. Alors, il faut être optimiste. Avant les Jeux Olympiques en France, notre ministre n'a pas pris parti. Elle a dit ce sont les fédérations qui vont s'occuper de ce problème. Moi, je n'ai pas d'idée sur la question. Problème. Oui, c'est un problème puisque certaines femmes gueulent. Elles sont mal lunées, c'est sûr. Et les fédérations, quand même, se sont dit c'est quand même bizarre que ce soit toujours les trans qui gagnent quand on les fait concourir avec des femmes. Donc certaines ont décidé de mettre le haut là. Et donc en 23, cette année seulement, pas avant, la Fédération internationale d'athlétisme a décidé que seules les femmes nées femmes pourront concourir dans les compétitions féminines.
On n'y est pas question d'exclure les transgenres. Les transgenres ont le droit de courir avec les hommes en compétition ouverte. Il n'y a pas de raison. Mais il faut garder aux femmes leur tranquillité. Et la Fédération internationale de natation a choisi la même chose. Et donc, petit à petit, la Fédération de rugby dit que le problème est à l'étude et tant qu'il n'y aura pas de certitude scientifique, alors qu'on les a, mais ils refusent de les voir, ils ne prendront pas de position, mais que pour l'instant, ils gardent les femmes avec les femmes. Je précise quand même, juste parce que pour les téléspectateurs, ça peut paraître dérisoire, la question du sport, parce que le sport, c'est un hobby, comme on dit, maintenant pour être... c'est des professions. Mais si je peux me permettre, c'est pas tant ça, c'est qu'il y a des sportifs qui sont professionnels, qui ne vivent que de ça, qui dédient l'intégralité de leur vie à leur entraînement, et voir débarquer évidemment des concurrents qu'ils jugent injustes, qui était 900e au niveau national et qui se retrouve 14e au niveau mondial, brutalement, parce qu'ils ont changé de genre. Pour eux, c'est évidemment un vrai sujet. Sur ce sujet, il faut dire aussi que le mot, pour revenir au féminisme, le mot femme disparaît. Dans le vocabulaire. Dans le vocabulaire et même dans les textes. Il y a beaucoup de textes où le transgenrisme fait disparaître la notion de femme. Non. Donc c'est quand même... Un peu comme avec l'écriture inclusive, soit dit en passant. Tout à fait. Oui, c'est quand même tout à fait invraisemblable, quoi. Mais effectivement, ce sont des façons politiques d'obtenir des postes de pouvoir, quand même. Là, d'obtenir éventuellement des podiums qu'on n'obtenait pas autrement. Et concrètement, des fortunes. Il ne faut pas oublier que les sportifs de très haut niveau touchent quand même beaucoup d'argent dans certains sports. Dans certains pays et dans certains sports. Il ne faut pas trop généraliser. Pas tous, mais... Alors, ce que je vous propose à présent, c'est de regarder aussi le traitement médiatique, parce qu'on a parlé des scientifiques, on a parlé des politiques, mais on va peut-être aussi parler des médias. Je vous propose de regarder une petite séquence de quotidien qui date déjà d'un petit peu de temps. Il y a 6 mois, elle était encore considérée comme un garçon. Tu t'appelles Lily et tu as choisi ce prénom. Pourquoi Lily ? Je sais pas. J'étais pas bien dans mon corps et je me disais à maman des idées suicidaires. Un soir, j'ai dit à maman, je suis une fille. Et là, elle a... Yeah. Ouais, c'est un peu ça. C'est quand même... C'est typiquement pour ce genre d'horreur-là. Parce que ça, c'est de la manipulation d'enfants. C'est un enfant qui n'est pas en capacité de juger du tout ce qui pourra lui arriver en changeant de corps, en particulier d'être stérile à l'âge adulte. On va en parler tout de suite. Ouais. Et vraiment, c'est à cause de ça qu'on s'est mis à faire ce bouquin, pour essayer de prévenir les parents qui protègent leurs enfants. Et surtout que nous, enfin les parents et puis les médecins, les soignants, et que nous, médecins, soignants, on protège aussi les enfants, qu'on fasse notre rôle en ne les embarquant pas dans un chemin qui sera éventuellement difficile pour eux. S'ils veulent à l'âge adulte changer de genre, ça ne me gêne pas du tout. Par contre, il faut que les gens aient le consentement éclairé, tout bêtement. C'est un drôle de mot, hein. C'est plus très à la mode, le consentement éclairé. Mais il faut que les gens, effectivement, sachent ce qu'est le parcours de changer de genre, les hormones, la chirurgie, les soins de beauté, etc. Est-ce qu'ils peuvent espérer. Est-ce qu'ils peuvent en espérer. Mais ce qui est surtout intéressant dans cette séquence, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'à aucun moment on parle de médecin. C'est-à-dire que l'enfant dit « j'étais mal dans mon corps ». Je me suis dit que ça devait être un problème. J'ai dit à ma mère je suis une fille. J'ai dit à ma mère que je suis une fille, donc je suis une fille. C'est la théorie de l'affirmative, c'est la loi. Hein. C'est la loi, et c'est ça qui est gravissime dans la circulaire Blanquer de septembre 21. Je pense qu'en septembre 21, les gens ne pensaient pas tellement à ça, et n'ont pas regardé ça de très près, mais la circulaire Blanquer dit et la loi dit que c'est la loi de l'affirmatif. L'enfant dit je suis une fille maintenant, et le vendredi et le lundi matin, toute l'école doit appliquer ça, y compris sans le dire aux parents d'ailleurs. Hein. En France, on a encore le droit de ne pas le dire aux parents. En Angleterre, c'est devenu quand même obligatoire d'informer les parents. Tout récemment. Cette année. Et donc ça, c'est quand même absolument épouvantable. Et pour l'enfant qui, du coup, va se trouver enfermé dans ce qu'il a dit un jour, peut-être, et que finalement, après, il ne va pas pouvoir dire, finalement, je me suis trompé, là. Il est embarqué dans un circuit. Et effectivement, il n'y a pas d'obligation de prise en charge. Il n'y a même quasiment pas le droit pour les parents, s'ils l'apprennent,
s'ils ont la chance de l'apprendre, de les emmener chez le psychiatre. Ils vont être traités de transphobie. Et ça, c'est vraiment ce qui est très très difficile, qu'il faut que les familles comprennent. C'est pas une opposition à changement de genre, même si on sait que sur le plan biologique, ça n'existe pas. Mais bon, si un adulte a envie, pourquoi pas. Mais le problème des enfants mineurs qui sont embarqués, des enfants de 14 ans qui se font enlever les seins avec l'accord de leurs parents en France pour ça, et qui, à 24 ans, disent « Ah bah oui, finalement, je voudrais bien reprendre mon genre, enfin, redevenir une fille, je voudrais bien allaiter un bébé. » Oui, il faut savoir quand même que sur 100 adolescents qui disent « Je veux changer de genre », à l'âge adulte, il n'y en a que 15%. Il n'y en a que 15% qui restent dans cette position. Donc ça veut dire que la très très grande majorité se sont rendus compte entre-temps qu'ils se sont trompés. Mais malheureusement, pour cela, il est très souvent trop tard. Alors, on va quand même parler, bien sûr, c'est un gros volet de la question des traitements. Vous avez évoqué tout à l'heure, Nicole de Lépine, la question des traitements hormonaux. Ils sont lourds, ils sont à prendre à vie. Et quand je vous ai lu justement rappeler que ces traitements étaient à vie, ça m'a fait penser aux médicaments anti-rejet quelque part. Oui, oui, on rejette effectivement, on rejette le corps qui fabrique, on rejette sa biologie, parce qu'on change pas encore une fois, on trompe son organisme, donc on est bien obligé de le tromper jusqu'au bout. C'est bien pour ça qu'il y en a qui abandonnent entre-temps d'ailleurs, parce que ces médicaments c'est pas rien. Alors évidemment au début, le problème c'est que quand un gosse par exemple ou un adulte dit je veux changer de genre, on va les emmener chez des gens qui sont pour, donc on va tomber dans l'idéologie. L'idéologie politique, l'idéologie éventuellement financière, toutes les idéologies. Enfin, ça, c'est quand même un problème, pardon, mais vous dites les spécialistes sont en principe des idéologues. Les gens, actuellement, les spécialistes du transgenrisme, actuellement, sont tous des idéologues du transgenrisme. Non, mais très bien, mais ces gens-là ne sont pas habilités à faire des ordonnances. Non, mais ce sont des médecins. Ce sont des médecins. Et on peut être médecin et idéologue ? Oui, bien sûr. Malheureusement, on l'a vu, je crois, sur les plateaux télévision il n'y a pas très longtemps. Ah oui ? Non. Et alors, sur la question de ces traitements, Gérard de Lépine, peut-être, les effets secondaires, il y en a ? Ah bah les traitements médicaux, je pense que Nicole... les effets secondaires, évidemment, il y en a. Bon, il y a les légers, justement, que les idéologues qui prennent, les médecins idéologues qui prennent en main ces gens-là, leur disent, bon, c'est pas grave, une petite allergie, des petits boutons, machin. Effectivement, il y a des petits effets secondaires, comme tout médicament. Mais le problème, c'est qu'ils oublient de leur dire que, effectivement, ça rend stérile, qu'on devient les os. Ça rend stérile ou ça peut rendre stérile ? Ça dépend du combien de temps tu vas les prendre. Si les gens changent au bout de 6 mois, 1 an, on peut espérer avoir une récupération. Mais c'est jamais anodin, c'est jamais complètement réversible. Vous parlez de baisse de la densité osseuse, de problèmes de croissance, de maladies cardiovasculaires. De tout ça, de plein de choses. Ouais. Et quand même, pour les femmes qui se transforment en hommes, avec la testostérone, c'est quand même des risques de cancer du foie non négligeables. Il y a une étude... Je ne suis pas du tout sûre qu'on leur dise tout ça. Il y a une étude aux Pays-Bas sur une cohorte de transgenres, et ils disent que la mortalité des filles qui deviennent hommes en trans est doublée par rapport à la mortalité du même groupe de filles du même âge. Donc, en prenant en considération les suicides ? Non, alors là, les suicides, c'est quelque chose d'autre part. Donc, on parle des conséquences des médicaments. Donc, ce sont un centre qui s'occupe que de transgenres depuis 50 ans, depuis 5 décennies, c'était le premier en Europe, et qui dit il y a une mortalité, et ils n'excusent pas les médicaments, ils disent on ne sait pas, on observe, on voit qu'il y a une mortalité chez les filles qui est double par rapport à celles qui ne sont pas traitées. Bon. Et ça n'a pas changé dans les 5 décennies. Donc la toxicité des médicaments n'est pas améliorée par le meilleur usage qu'éventuellement ils auraient pu en faire. Alors évidemment, comme avec encore d'autres séquences que l'on a connues récemment, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une manne financière importante, ces traitements ? Alors en France, on a du mal à savoir. Aux États-Unis, on sait qu'un parcours chirurgical, c'est $200 000. C'est entre 200 000 et 300 000 $ si vous êtes complet. Traitement chirurgical. Oui, traitement chirurgical, c'est-à-dire la face, la rééducation de la voix et de la paume d'Adam. Ah oui, il faut pas, pour une femme, c'est embêtant d'avoir une paume d'Adam. Et l'ablation des seins, et bien sûr la chirurgie pelvienne.
Et au total, aux États-Unis, où les prix sont libres et connus, puisqu'en plus, on peut les connaître, parce que d'une clinique à l'autre, ils annoncent leurs tarifs. Bien sûr. Moi, je suis moins cher que le voisin. Mais évidemment. On trouve rarement une transformation complète à moins de 200 000 $. Vous dites dans le livre, vous reprenez l'étude MarketWatch qui fait état de 1,9 milliard de dollars pour les chirurgies de changement de sexe en 2021 et l'estimation est portée à 6 milliards pour 2030. Donc on se rend compte quand même qu'il y a des petits billets à faire. Ils savent pourquoi ils font de la pub sur le transgenre, oui. En plus de tout le reste. C'est effectivement un business. Business is business, c'est quand même dans le métier médical, il ne faut pas l'oublier, malheureusement, même si ça me fait du mal de le dire et de le regarder et de l'étudier. Mais... Alors en France, c'est quand même nettement plus contenu, il y a quand même moins de ces opérations, mais alors il y a quelque chose que vous donnez un petit tableau, le tableau de la CNAM, donc de la Caisse nationale d'assurance maladie. Chacun peut le trouver. Hein. Et vous expliquez, vous rapportez que 70% des demandes de changement de sexe sont prises en charge par la Caisse d'assurance maladie. Toutes sont acceptées, mais toutes celles qui sont acceptées sont prises en charge à 100%. Oui, c'est ça. Ce n'est pas une maladie. Hein. Prétendre que c'est une maladie en France, c'est transphobe. Donc officiellement, ce n'est pas une maladie, mais ça doit être pris à 100% par la sécurité sociale. Alors ça, c'est très surprenant. C'est un paradoxe parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Mais de la même manière, je veux dire, au terme de l'égalité dans la loi, on a donc prévu de mettre les femmes trans, c'est-à-dire né-hommes, dans les prisons pour femmes. Alors, oui. Ça, ce qui est à donner dans les pays... Parce que nous, on est en retard, là, sur d'autres pays, tels que les États-Unis, tels que l'Angleterre ou la Suède. Donc, il y a beaucoup de pays qui ont joué à ça avant nous. Et ils sont revenus, parce que malheureusement, souvent, dans les prisons, un des problèmes, c'est quand même les abus sexuels. C'est classique, quel que soit le sexe. Et les transgenres n'y échappent pas. Donc, les femmes transgenres n'ont plus qu'à servir chez les femmes. Donc, après plusieurs histoires de viol... Il y a eu une histoire comme ça absolument incroyable au Royaume-Uni, où c'était... un prisonnier qui avait été poursuivi pour des viols de femmes. Le prisonnier était né homme. Il avait déclaré qu'il était finalement une femme. Il a été intégré dans des prisons de femmes et il a été poursuivi après pour d'autres agressions sexuelles en prison. Oui, c'est la raison pour laquelle, tout de même, en Grande-Bretagne, le problème est réglé. On a décidé qu'on met les hommes, les femmes trans nées hommes dans des prisons pour hommes. Au Danemark, la haute cour de justice a décrété, parce qu'un homme trans voulait être, une femme trans, donc née homme, emprisonnée, voulait être emprisonnée dans une prison pour femmes. Et donc ça avait été refusé, et elle a porté plainte en justice en disant « l'État viole mes droits de trans, c'est de la transphobie ». Ça a été quand même décidé à plus haute cour de justice que... quel que soit seul le sexe de naissance devait déterminer l'endroit où on était emprisonné. Ça, quand même, ça a été réglé à cause de ça. Parce qu'il y a eu trop d'histoires de ce genre de choses. Mais le problème, c'est aussi, donc, en tant que défenseur du droit des femmes, le droit à un vestiaire séparé me paraît un minimum. Un droit à des toilettes séparées me paraît... Les douches. Oui, parce qu'il y a une femme trans, née homme, qui se plaignait parce qu'on l'empêchait de se doucher avec les femmes dans les vestiaires. Aux États-Unis, il a porté plainte. Donc, on voit où la folie peut mener. Car ou alors, il faudrait faire une troisième catégorie de douche. Oui, faire une douche pour trans, puisque ils se plaignent. C'est pas mal non plus, les douches isolées. Même de ce côté-là, peu à peu, quand même, ça progresse. Et en particulier, il y a quelques toilettes. Maintenant, on veut des toilettes dites non genrées. Parce que c'est pas bien de mettre un homme, un pantalon d'un côté, une jupe de l'autre côté, comme étiquette sur les toilettes. C'est très vieux siècle. Donc on veut des toilettes non genrées, et heureusement, dans la plupart du cas, quand même, elles sont fermées. C'est quand même un progrès. Alors, dans le 93, une école se flatte d'avoir fait ça et dit « c'est formidable, nos toilettes sont propres maintenant ». Mais je croyais, moi, qu'on pouvait les laver même avant, mais apparemment... comme quoi, les transgenres peuvent apporter quelques progrès, au moins pour porter les toilettes. Alors, dans ce livre, vous alertez, vous poussez les gens à réagir sur ce que vous considérez être un vrai problème de santé publique qui va progresser au fil du temps si on ne réagit pas, justement. Et vous expliquez que c'est quand même très ciblé sur l'Occident
et qu'il ne faut pas s'en remettre uniquement aux pays, j'allais dire, émergents. Et c'est amusant parce que d'habitude, dans cette émission, on parle beaucoup de géopolitique. On parle de cette opposition entre pays dits développés, à savoir les pays du Nord, donc l'Occident, l'Europe et les États-Unis en tête. Et là aussi, on voit que sur cette question-là, finalement, ils sont plus les BRICS, j'allais dire, en résumant, ils sont plus traditionnels. Voilà, on a des amis au Cameroun qui nous informent assez de la situation. Et là, il faut savoir que nous avions un représentant de l'État français à conditions humaines pour défendre les droits des minorités qui voulait aller au Cameroun. Il était refusé parce qu'il voulait défendre les transgenres. Et au Cameroun, on lui a dit qu'il n'était pas le bienvenu parce que pour eux, un homme est un homme et une femme est une femme. Et qu'il n'était pas question qu'ils changent leurs lois. En gros, il faut quand même être simple. Tout se passe comme si on était Rome sous la décadence. Faut être simple. Effectivement, tous les repères qu'on avait de notre société, ne serait-ce que la culture, l'école. Moi, je suis quand même un peu sidérée de ce contraste entre ce qu'on peut entendre chaque jour à la télévision, du genre on n'a plus le droit, tel bouquin va être renommé, en particulier aux États-Unis, les bouquins sont renommés. On n'a pas le droit d'appeler des petits nègres. Ils étaient 10. Et hier, pour l'exemple d'hier, c'est par exemple le tableau avec des femmes nues qui a entraîné des problèmes à l'école. Alors on n'a pas le droit de montrer la nudité. Des peintures renommées, etc. à l'école, mais à côté de ça, vous allez avoir l'éducation sexuelle. Donc, est-ce que ça ne gêne pas les gens, quand même? Là, il me semble qu'il y a une espèce de contradiction épouvantable que, quand même, nos animateurs de télé pourraient remarquer. On dit à la fois, on n'a plus le droit de... Il faut masquer les statues, il faut masquer les seins, il faut masquer... C'est invraisemblable ce qu'on est en train de vivre au point de vue de la décadence de notre société, comme pseudo-puritanisme associé à la pédophilie bientôt officielle. Parce que quand même, les standards de l'OMS, pour le redire, et tout le monde peut aller les voir sur le site de l'Éducation nationale ou le site de l'OMS, il les explique bien quand même que finalement, les rapports sexuels avec un enfant, s'il est d'accord, il n'y a pas de raison que ce soit interdit. Mais pendant ce temps-là, on interdit les tableaux, les peintures, parce qu'il y a des nus dessus. Non, mais... Donc là, moi, je crois qu'il faut voir ça effectivement comme un problème de société et malheureusement de décadence de notre société occidentale. Et heureusement, effectivement, que... les pays africains, pas seulement asiatiques. On gardait le bon sens paysan qui les sauve. Oui, enfin, la culture, oui, c'est ça. Le bon sens et la culture, non pas. Moi, je me dis souvent, parce que même Beethoven est attaqué, d'ailleurs, c'est amusant aussi, ça, parce que c'est quand même. Il est ringard et d'extrême droite. Enfin, c'est quand même. Il est ringard d'extrême droite, et en plus, c'est quand même l'hymne de l'Union européenne. Mais bon, je me dis, tout ça va pas disparaître, parce qu'il y a des musiciens japonais qui sont fantastiques, chinois, etc. Donc ils vont même si nous on n'a plus le droit de jouer du Beethoven, ils vont sauver tout ça. Mais effectivement, on en est à se dire qu'on compte sur d'autres sociétés pour sauver notre société, ou en tout cas notre culture. J'aimerais pour conclure, je vais vous donner la parole chacun votre tour. Pour conclure cette émission, j'aimerais que vous me disiez, vous, en tant que médecin, peut-être le conseil que vous voudriez prodiguer aux médecins qui sont encore en activité aujourd'hui quand ils rencontrent ce type de problématiques, pour qu'ils prennent eux aussi leurs responsabilités. Moi, il me semble simple, les médecins, mais les parents aussi, il faut essayer de faire ça selon le bon sens, selon le consentement éclairé, selon une consultation de psychologie, etc. Et arrêter d'avoir peur, parce que d'avoir peur d'être poursuivi pour transgenrisme. J'imagine pas qu'on va être poursuivi pour transgenrisme transphobie, pardon, parce qu'on a dit aujourd'hui, mais si même on l'était, il faut le dire. C'est quand même notre responsabilité d'humain, et particulièrement de médecins, et particulièrement de médecins, d'informer les gens. Encore une fois, pour moi, les gens qui sont transgenres sont pour leur grande majorité des victimes. Bon, il y en a peut-être quelques-uns qui ça peut rendre service, mais franchement des victimes. Et donc, je pense qu'il faut que nous protégions en tant que médecins ces victimes, surtout les petits, évidemment, que tout soit interdit chez les mineurs. Ça devrait quand même être le b.a.-ba. Mais même chez les grands, chez les adultes, il faut les informer, leur expliquer le suivi qui est effectivement l'enfer quotidien. Moi, je l'utilise ces mots-là
parce qu'ils sont donnés par ce qu'on appelle les détransitionneurs. Hein. C'est-à-dire les gens qui ont fait une transition de genre et qui, 4 ans, 5 ans, 6 ans après, veulent revenir. Et eux, et c'est les plus grosses victimes de toute cette affaire-là parce qu'ils se font traiter de transphobes, ce qui est quand même extraordinaire. Ils se font traiter de tous les noms, ils se font abandonner par tous les gens de la nouvelle communauté qu'ils avaient trouvée. Donc quand ils peuvent retrouver une famille, leur famille, c'est bien, ou leur médecin, c'est bien, mais ils sont abandonnés aussi par les médecins. Hein. Donc vraiment, ce sont des victimes et moi, en tant que médecin, je ne vois pas pourquoi je ne m'occuperai pas de ces victimes-là comme d'autres, comme les victimes du cancer ou d'autres choses. Gérard de Lépine, une conclusion ? Moi, c'est laisser les gens partir vers la transidentité, c'est les porter vers 40% de suicides. Donc la prévention du suicide commence par essayer de limiter ce transgenrisme qui est parfaitement dangereux. Et donc il faut voir que ce sont des gens qui sont en souffrance. Donc il faut non pas les critiquer, mais effectivement essayer de les comprendre, les réconforter. Lorsque dans ma famille, ma fille dit « je vais être un gars », je lui dirais qu'est-ce qui se passe, pourquoi et qu'est-ce que tu espères. Donc essayer de la comprendre, de lui dire que quoi qu'il arrive, elle sera ma fille, hein, même si elle veut que je l'appelle mon gars. C'est important donc de les rassurer sur leur état et complètement de les informer aussi. Attention, dans l'immédiat, tu risques de te sentir mieux parce que tu crois que tu vas être accompagné, effectivement, durant les premières années et rentre dans une communauté qui les réchauffe, en quelque sorte. Elles se ressentent moins solitaires. Mais avec le temps qui passe et les hormones qui apparaissent, ce sentiment d'appartenance à une communauté disparaît dans la extrême majorité des cas. Et si on les regarde à 10 ou 15 ans, elles sont beaucoup plus malheureux, quel qu'il soit leur sexe. Et malheureusement, tous les gens qui font des études sur le transgenrisme voient les gamins à 2-3 ans. À 2-3 ans, certains disent qu'ils se sentent mieux et ça va donc diminuer. 2-3 ans plus tard, hein, vous voulez dire. Oui, 2-3 ans plus tard seulement. Nous, quand on suivait nos cancers, on était contents à 10 ans. Hein. Et donc, il est quand même tout à fait effrayant de voir que parmi les grandes maisons du transgenrisme aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, il n'y a aucun résultat à 15 ans sur le taux de suicide. Et ce n'est pas par hasard. Ils sont perdus de vue. Hein. Nous, en cancérologie, un perdu de vue, c'est soit quelqu'un qui est définitivement guéri, qui ne veut plus entendre parler des médecins, il a raison, soit quelqu'un qui est mort. Donc il est très très important, quand on suit un groupe, de savoir ce que sont devenus les perdus de vue. Et là, on peut donner des résultats vrais. Et dans le transgenrisme, malheureusement, les experts, ceux qui sont intitulés experts et qui s'en occupent au quotidien et qui en vivent, ils ne donnent jamais des résultats à 10 ans. Donc c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, tout ce qu'on peut avoir comme résultat par la base, qui n'est pas publié, c'est que le taux de suicide n'est pas du tout diminué par les soins. Donc lorsqu'on fait à des parents le chantage, si vous ne suivez pas l'affirmation de votre enfant, vous allez le conduire au suicide, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Merci beaucoup Nicole et Gérard de Lépine. Je rappelle le nom de cet ouvrage, Dysphorie de genre, hormones, chirurgie, transformation, risques et dérives de la transition de genre chez les enfants et chez les adolescents. C'est aux éditions Fauve et vous pouvez dès à présent, comme je l'ai dit tout à l'heure, le trouver sur le site de TVL sur tvl.fr à la rubrique boutique. Chers amis, on a fini pour cette dernière émission de l'année. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère déjà que vous avez laissé vos commentaires juste en bas, que vous l'avez partagé au plus grand nombre. Et puis bien sûr, n'oubliez pas ce fameux pouce en l'air. Je sais que j'ai l'air ridicule toutes les semaines, mais il améliore considérablement le succès de cette émission. Et c'est grâce à vous. Alors à bientôt, passez de très bonnes fêtes, un très joyeux Noël surtout. Et on se retrouve l'année prochaine. Portez-vous bien d'ici là.